Bonjour à tous, je me prénomme Jean-Michel Lenoir. À travers de ma présentation, vous montrer un retour terrain que j'ai opéré et que j'ai fait au début du mois de janvier sur le plateau de l'Aubrac, avec justement beaucoup d'images de paysages, puisque je suis avant tout un photographe de paysages. Je vais revenir juste sur la présentation précédente, voilà, pardon. Donc c'est l'essentiel de mon activité. Donc je travaille en France et à l'étranger. Je fais beaucoup de workshops où j'accompagne des photographes amateurs pour leur apprendre la pratique de la photographie de paysage. Je suis ambassadeur Fuji depuis 2017 et j'utilise également pas mal de filtres de la marque Coquin pour lesquels vous êtes sûrement revendeur. Donc dans mon actualité, vous avez peut-être remarqué que j'ai été sollicité par Géo pour illustrer leur grand format de calendrier. La couverture du Géo de ce mois-ci est également une de mes images réalisées avec le GFX 50S. Et hier, j'ai eu la bonne surprise de voir mes images qui sont présentes dans la galerie Egoa, qui correspond à la série Evanescence pour laquelle Fujifilm est partenaire. Et donc cette série a été présentée au JT du 19-20 sur France 3. Donc, simplement pour récapituler, et après on va parler directement images, parce que c'est très important de vous montrer un petit peu sur un boîtier qui vient de sortir, quels sont les atouts, les avantages, et ce que j'ai pu en ressentir de ce boîtier. Et de manière générale, ce qui m'a incité à utiliser les produits de la marque Fujifilm, donc évidemment c'est l'ergonomie et notamment la légèreté du matériel pour lesquels j'ai pu alléger mon sac photo. Et quand on est un photographe de terrain, surtout en photographie de nature, ce qu'on recherche particulièrement, c'est la légèreté, l'ergonomie pour être le plus nomade possible et pouvoir être toute la journée sur le terrain en limitant au maximum la fatigue. Évidemment, donc, la visée électronique et l'usage d'un appareil hybride m'aident beaucoup, puisqu'en fait, au travers de la visée électronique, on peut simuler l'image, simuler les modes pour lesquels Fuji est extrêmement fort, donc avec l'apparition et notamment des dernières nouveautés, donc des modes de simulation de film que j'utilise beaucoup, et d'être directement dans l'image dès la prise de vue et de ne pas se contenter de tout miser sur le post-traitement, mais d'être au maximum dans son intention photographique dès la prise de vue, avec une recherche de couleurs dès la balance des blancs associée à des modes de simulation de film définis. Et enfin, vous le savez déjà tous, que les JPEG sont parmi les plus beaux, et toutes les images que vous allez voir sont des JPEG directs ou à 99% issus du boîtier. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc, une petite immersion au pays du blanc. Donc, cette image a été prise le 20 janvier dernier, donc en Aubrac. Comme vous le savez, je voyage beaucoup. Généralement, je voyage à peu près 4 à 5 mois dans l'année. Depuis un an, c'est compliqué. Donc j'ai profité des dernières conditions et d'un enneigement vraiment très très important, puisqu'il n'avait pas autant neigé depuis 30 ans sur le plateau de l'Aubrac. L'Aubrac, c'est juste au sud de l'Auvergne. Donc avec cette première image, le petit bonhomme, le petit Playmobil en orange, c'est moi. Et voilà, pour vous montrer un petit peu en situation comment j'ai opéré. Donc voilà un petit peu le contexte de prise de vue, avec voilà, une vue de dos où vous voyez mon matériel, enfin en tout cas le sac photo que j'ai beaucoup réduit, puisqu'auparavant j'avais un grand photo-tracker, un grand pro-tracker de l'Off-Pro. Et dans ce boîtier, dans ce sac-là, voilà ce que j'ai pu y glisser. Donc deux boîtiers GFX, donc un 50S et un 100S. Un équivalent des 18 mm avec le GF23. Un GF30, donc équivalent 24 mm. L'optique un petit peu à tout faire en paysage qui est le 32-64. L'optique pour faire de la vue plus lointaine, de la vue de détail de paysage qui est le 100-200, qui est vraiment une optique extrêmement utile et très polyvalente que j'utilise beaucoup quand je pars sur le terrain. Et enfin, j'ai utilisé aussi une optique de portrait pour rechercher vraiment du bokeh, notamment quand je faisais des photos d'arbres isolés dans le paysage. Ça, c'est pour la partie matérielle.
Donc le parti pris, ça a été de ne pas utiliser de trépied pour voir un petit peu jusqu'où je pouvais aller dans l'utilisation du GFX 100S pour aller repousser dans ses retranchements sa stabilisation. Je n'ai pas utilisé de filtre, donc toutes les images, c'est du JPEG sans filtre dégradé. Donc c'est vraiment tel que le boîtier peut me proposer la restitution de la lumière. Évidemment, j'avais des raquettes donc pour pouvoir marcher dans la neige, parce qu'il est tombé presque 2 mètres de neige depuis la fin d'année. Un bon thermos de café et surtout beaucoup de motivation pour aller voir ce que ce boîtier allait pouvoir m'apporter sur le terrain. Donc voilà une première image en situation du boîtier. Donc vous voyez à gauche, c'est une photo que j'avais faite au smartphone, mais vous voyez déjà en fait l'écart entre le rendu de la couleur du smartphone et du profil couleur utilisé à l'occasion de cette prise de vue. Donc vous voyez quand même que les images, elles ne sont pas flippées, elles ne sont pas retournées, c'est simplement qu'entre le moment où j'ai pris la photo à gauche et le moment où j'ai réalisé l'image de droite, j'ai changé ma position par rapport à l'arbre. Voilà, c'est pour ça qu'il est incliné de manière différente. Vous voyez un petit peu le modelé de l'image, la douceur des tonalités, et ça c'est un des arguments très forts et qui m'aide particulièrement dans la recherche des couleurs, c'est ce rendu extrêmement doux dans les aplats de couleurs, et avec l'usage de profils tels que le classique chrome, un peu désaturé et avec des noirs marqués qui me permet vraiment d'être dans une restitution très picturale du paysage. Donc voici cette image qui est réalisée avec le 32-64 à pleine ouverture à 1/80e de seconde à 100 ISO. Deuxième image, et vous voyez que j'ai changé cette fois-ci de ratio. Donc là on est sur un ratio de 65/24 qui est extrêmement pratique, et c'est aussi des arguments de l'usage des appareils hybrides et notamment des Fuji, c'est d'avoir vraiment une multitude de formats disponibles dès la prise de vue. Donc en fait les images là, c'est pas simplement un recadrage au post-traitement, c'est dès la prise de vue sur cette scène-là, je suis capable de réagir et d'adapter la composition de mon image en fonction non pas du ratio, de ne pas adapter le ratio à ma composition, c'est je choisis ma composition et j'adapte donc le ratio d'image. Encore une autre image, une autre scène, donc d'un matin assez frais, donc voilà, grosse nuit de neige, ambiance froide et un peu ouatée. Et donc sur cette même séquence, voilà, j'ai pu cadrer autre chose. Encore là, cette fois-ci, une autre ambiance. Ratio de prise de vue 16/9, puis je décide de cadrer plus large, je reviens, comme tout à l'heure, à un ratio 65/24 qui m'offre un autre rendu. Donc, vous voyez un peu la polyvalence que m'apportent justement ces options de différents formats qui sont particulièrement appréciables et qui me donnent beaucoup de polyvalence sur le terrain. Là, on est encore pratiquement sur le même paysage qui est légèrement décalé sur la gauche. Et cette fois-ci, je suis passé sur un format carré. Et vous allez peut-être remarquer qu'à côté de l'arbre, on voit qu'au fond, et plutôt au milieu de l'image, il y a un petit point. Et c'est un point que je n'ai pas remarqué. Et je vais vous montrer sur l'image d'après, qui est un crop, cette fois-ci à 100%. Donc il n'y a pas d'accentuation. On voit parfaitement que c'est un renard qui est sur l'image, alors qu'à l'œil nu, je ne l'ai même pas vu. Donc c'est pour vous dire la précision et la définition de ce capteur qui est tout à fait redoutable. Peut-être que vous voyez sur le modelé, la finesse des détails du branchage qui sont vraiment incroyablement bien définis. Là, cette fois-ci, condition de prise de vue avec davantage de contraste, donc lumière de contre-jour. Encore une fois, je rappelle, c'est du JPEG directement pris à la prise de vue. Il n'y a pas de bracketing, il n'y a pas de post-traitement. Donc voilà un petit peu comment le capteur réagit et comment j'ai pu restituer ce moment-là en choisissant, juste avant le déclenchement, un ratio qui correspond à vraiment ce que j'ai envie de cadrer. Donc, conditions de prise de vue, le GF 100 de 100, f8, 1/125e de seconde. Là, on ne le voit pas, mais il y avait quand même pas mal de vent. C'est vrai qu'avec mon 50S, au 125e de seconde, j'ai intérêt à avoir une bonne stabilisation ou à être sur trépied pour avoir une image parfaitement nette.
La même scène qui s'était déroulée un petit peu avant, avec des tonalités un petit peu plus chaudes, un ratio de prise de vue 16/9, qui correspond vraiment parfaitement à ce que j'ai voulu cadrer dans la scène. Et puis voilà, un parti pris aussi d'avoir un rendu et une composition carrée, parce que le ciel a évolué, les volumes et l'apparition de ce ray de lumière dans le ciel m'ont incité à changer ma composition. Et tout ça, ça se fait de manière extrêmement fluide. Donc pour ce faire, je paramètre un des boutons donc sur la face arrière du boîtier pour choisir mon ratio de prise de vue, et ça ne me prend même pas 2 secondes, et donc ça apporte vraiment énormément de confort et de réactivité. Voilà, une autre image, donc toujours pris à main levée. Donc sur un ratio 16/9, et vous voyez en fait sur l'usage d'un JPEG la finesse des nuances dans les blancs qui sont extrêmement lumineux, mais il n'y a pas de perte d'information, on reste vraiment dans quelque chose d'extrêmement doux et progressif dans le rendu des hautes lumières. Voilà la même image sur laquelle j'ai effectué donc un crop de 100%. Et encore une fois, vous voyez la finesse des détails qui sont absolument prodigieuses et qui sont vraiment extrêmement prometteurs pour des tirages vraiment grand format. Voilà un peu conditions de prise de vue sur une autre journée, avec un peu une condition de tempête de neige. Il n'y a pratiquement plus rien qui est visible, simplement les lignes de la clôture. La route a complètement disparu, mais on retrouve quand même voilà, toute la qualité de ce capteur extrêmement bien défini, qui apporte un rendu d'image tout à fait prodigieux. Voilà, c'est donc sur ce moment-là, voilà une photographie d'un calvaire. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la neige qui floute dans l'alignement du rocher. Je suis pourtant au millième de seconde et malgré tout, les flocons sont complètement flous. Donc ça bouge dans tous les sens et donc je n'ai pas besoin de monter beaucoup en ISO. La stabilisation couplée voilà, avec une montée en ISO vraiment tout à fait raisonnable à 320 ISO. F8 pour maintenir ma profondeur de champ. Donc en fait, cette stabilisation-là est tout à fait pertinente parce qu'en fait, elle permet de limiter la montée en ISO. Et donc on sait que la montée en ISO, ça a un impact sur le contraste, donc en fait sur la dynamique de l'image, mais ça a aussi un impact sur, on va dire, la pureté des couleurs. Et ça, c'est extrêmement visible dès qu'on monte en ISO pour faire de la photographie d'aurore boréale. Dès qu'on monte fortement en ISO, effectivement, on réduit la plage dynamique et on entame, on va dire, la douceur des couleurs. Voilà encore une image. Donc vous voyez un petit peu l'alternance des ratios de prise de vue. Donc tout ça, ça se fait de manière extrêmement naturelle. Je vais avancer encore un petit peu. Voilà, encore l'alternance des ratios. Voilà, d'autres conditions de lumière, donc là c'est pas perceptible, mais en fait j'avais apporté un petit coup de flash, j'ai fait en fait un test justement sur la neige pour voir un petit peu comment je pouvais rendre différemment les contrastes et les couleurs. Et je suis même allé encore plus loin, puisqu'en fait, voilà, je voulais absolument essayer de retrouver ce côté féerique du moment où la neige tombe. Et du coup, je me suis essayé, pourtant, là, en fait, je m'attendais à ce que les flocons tombent délicatement, avec un effet de bokeh très marqué. Et en fait, il y avait tellement de vent que je prenais tout, tout de face. Mais malgré tout, j'ai réussi à sortir une image où on a l'impression quand même de ressentir l'effet du vent. Et c'est ça que je trouve intéressant et ce que j'aime montrer dans ma démarche de la photo de paysage, c'est d'essayer d'exprimer ce que les éléments montrent. Alors la petite exception, donc c'est une photo qui est prise, voilà, cette fois-ci sur trépied, c'est pour ça qu'on est à 1/3 de seconde de temps de pause, donc sur un ratio 16/9, la même image au format 4/3. Vous voyez en fait le rendu des couleurs des JPEG, c'est tout à fait remarquable, et notamment des contrastes. Simultanément, donc en fait, j'ai juste eu le temps de changer d'objectif et je suis passé donc du 32-64 au 100-200 parce que la lumière à l'opposé, voilà ce que j'avais. Donc, vous voyez en fait un petit peu l'aisance et la souplesse d'usage de ce système-là. Un 125e de seconde, vous voyez, donc parfaitement défini. Pareil, et là on va encore plus loin.
1/30 de seconde à main levée. Donc à F16, pourquoi? Pour réduire justement le temps de pause, pour avoir un léger effet de mouvement de l'eau. Donc en fait, c'est de la glace qui a formé ces petites formes très étonnantes au ras de l'eau. 1/30 de seconde à main levée avec un capteur de 100 millions de pixels, c'est assez incroyable. Une image un peu différente, où là, voilà, j'ai voulu montrer le rendu de la gestion de la profondeur, de la faible profondeur de champ avec le 100-200, pourtant qui est une optique qui n'est pas ultra lumineuse, mais malgré tout, on arrive à avoir un effet graphique assez marqué avec ces disques lumineux, ces disques de bokeh qui sont tout à fait intéressants. Voilà, quand on parle des modes de simulation de films Fuji, et ce pourquoi j'utilise le système GFX aujourd'hui, c'est pour aller chercher ce type d'images-là, des images extrêmement simples, extrêmement épurées, sur lesquelles la simulation de film va me permettre, dès la prise de vue, d'être dans une recherche, et en tout cas dans une restitution de couleurs déjà très abouties. Donc on a la même image avec un autre mode de simulation, cette fois-ci qui a été faite avec le GF30. Voilà, je vais avancer encore un petit peu. Bon, là, c'est plus pour l'illustration. La densité des couleurs, le rendu de l'effet de flare, lumière de face avec le GF30, vous voyez, qui se comporte très bien et qu'on arrive quand même à avoir la fameuse sun star, comme ils disent, les photographes de paysage, en tout cas avoir le point de lumière du soleil qui part en étoile. Et puis je vais arriver à la dernière image qui est pour moi une des plus fortes de la série, qui est une image qui est prise dans des conditions compliquées, avec des rafales à 90-100 km/h. Et en fait, je me suis positionné face au vent pour avoir tout l'effet de projection de la neige. Je vois à peine ce que je cadre, et le rendu de la lumière, le modelé, la précision de l'autofocus dans des conditions où la neige bouge, où en fait il y a un balai continu de flocons qui arrivent malgré tout à trouver la bonne distance de mise au point pour que je respecte ma distance hyperfocale et d'avoir un rendu tout à fait cohérent par rapport à l'intention et à mon intention de prise de vue initiale. Voilà, j'espère que vous avez plein de questions. Effectivement, est-ce que j'utilise des filtres en temps normal? Oui, j'utilise des filtres, plutôt des filtres dégradés, justement pour corriger les contrastes entre le ciel et le premier plan. Là, j'étais dans une ambiance de neige, donc on va dire avec un écart entre le ciel et le premier plan plutôt proche de 0. Même souvent, le premier plan, la neige qui réfléchit la lumière est plus lumineuse que le ciel lui-même. Donc pour cette fois-ci, je n'ai pas utilisé de filtre. Voilà, c'est une manière un peu une circonstance exceptionnelle, mais c'était aussi un parti pris, parce que même dans les conditions où j'aurais pu en utiliser, je ne l'ai pas fait. C'était pour voir un petit peu comment réagissait le boîtier. J'étais à main levée. L'idée, c'était d'être pratiquement non-stop du matin au soir sur le terrain avec un boîtier que je devais pouvoir emporter partout. Et donc ça a été vraiment un pari de pouvoir être le plus longtemps possible sur le terrain sans être obligé d'avoir recours à d'autres accessoires. Alors, le boîtier est-il manipulable avec des gants? Oui, parce que j'avais, alors non pas des moufles évidemment, mais j'avais des gants légers, et on va dire la position des boutons est tout à fait pertinente et agréable. On a vraiment l'impression d'être sur un boîtier réflexe où les boutons sont suffisamment espacés les uns des autres. Par rapport au GFX 50S, vous remarquerez quand vous l'aurez entre les mains, le boîtier, c'est que l'espace au niveau du pouce, donc la butée de maintien est un peu plus décalée, et donc du coup c'est un petit peu plus agréable pour tourner la molette du pouce. Ce que j'apprécie beaucoup justement dans l'ergonomie et pour travailler essentiellement en mode manuel, c'est qu'en fait les 3 paramètres d'ouverture, de vitesse et des ISO sont à portée d'un autre doigt. C'est-à-dire que l'ouverture est sur l'objectif, au niveau du pouce, je suis sur la vitesse, et au niveau de l'index, je suis sur les ISO. Et ça, c'est d'une efficacité tout à fait redoutable. Alors, combien j'ai emporté de batterie? J'avais deux batteries,
Et en termes d'autonomie, c'est vrai qu'avec le GFX 50S, quand je suis dans le froid, généralement, je ne dépasse pas les 80 à 100 vues. Là, j'étais plutôt autour de 180 à 200, ce qui est déjà bien, parce qu'en fait, avant de faire une image, je passe beaucoup de temps, le live view est activé, je suis en plein vent, donc l'effet du vent est sûrement extrêmement dommageable pour la longévité et l'autonomie de la batterie. Donc j'estime que pour quelqu'un qui passe du temps sur le terrain, voilà, avec 2 batteries, c'est un minimum. Idéalement, c'est d'être avec 3 batteries. Donc en JPEG, du coup, oui. En temps normal, je fais du RAW, oui, bien évidemment. Là, en fait, c'est pour un double objectif, en fait, l'usage du JPEG. C'était pour voir comment les JPEG issus du boîtier se comportaient, pour avoir le minimum de post-traitement à faire. Et puis, deuxième chose, c'est que la version de caméra RAW n'est pas encore à jour, donc je n'ai pas pu développer les RAW. Ensuite, autre question, donc en quelle simulation de film je suis? C'est variable. Généralement, j'utilise le mode standard, donc qui correspond au film Provia. J'utilise beaucoup le classique Chrome, mais ça c'est plus par rapport à mon style d'image personnel que vous pouvez retrouver dans Evanescence et comme sur la dernière image, parce que j'aime ce rendu neutre, plutôt désaturé, avec des noirs qui soulignent les courbes. Et c'est vrai que quand on fait de la photographie minimaliste, l'apport d'un noir un peu plus dense va dans cette intention-là. Et puis j'utilise depuis l'automne, qui était la période de mise à jour, le classique négatif. Oui, ça doit être ça, le classique négatif, que j'aime bien parce qu'il a un contraste encore plus marqué avec des tonalités chaudes, dans le cas où je veux avoir un rendu chaud. Autre question, alors, prise en main du GFX 50S ou du GFX 100S? Entre les deux, mon cœur ne balance plus. Le 100S est tellement plus léger, il est plus petit, c'est-à-dire qu'il est 1 cm moins épais et 1 cm moins haut. En plus, il est stabilisé, donc pour moi, la différence est tellement énorme à ce niveau-là, ça apporte tellement sur le terrain que voilà, c'est le jour et la nuit en termes d'ergonomie quand même. Même si l'un est on ne sait pas en fait qui est le petit frère ou le grand frère de l'autre. Quelle vitesse minimale? Donc en fait, je suis allé jusqu'au 30e de seconde, on va dire. 30e de seconde, c'était vraiment un cas extrême, dans les conditions de prise de vue. Pas au vent, donc c'est sûr, il ne fallait pas trembler, mais 30e de seconde, bien positionné, avec une focale à 200 mm, donc, qui équivaut à 150 en full frame, c'est déjà, je trouve, une prouesse. 150 mm, un 30e de seconde, à 100 millions de pixels, c'est vraiment incroyable. Quelle est la vitesse minimale? On l'a à main levée, on a répondu. Voilà, je crois. Donc s'il y a d'autres questions, évidemment, on y répondra. Avec grand plaisir. En tout cas, merci de votre attention. En tout cas, c'était un réel plaisir. Et j'espère que vous aurez autant de plaisir que j'en ai eu à manipuler ce boîtier, qui est une petite merveille, en tout cas qui pour moi était très attendu et on va dire qui répond parfaitement aux attentes, non pas tant sur la définition, la haute définition sur les 100 millions de pixels qu'on avait déjà avec le grand frère, le GFX 100, mais on va dire sur le côté vraiment nomadisme, et autonomie, souplesse qu'il apporte sur le terrain. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous dis à bientôt.